en a peut-être ceux qui viennent pour la première fois. Nous vous accueillons dans ce cadre au nom de M. le bâtonnier de l'ordre de barreau de Lubumbashi et de l'Association internationale des barreaux, IBA Massing. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonjour. Bonjour. Et je voudrais vous rassurer de ce que nous avons voulu faire de notre mieux pour que les choses se passent très bien. Et merci de contribuer à ce que ces travaux de réflexion se passent aussi très bien. Comme préliminaire, nous allons demander à tous ceux, c'est pour le volume, nous allons demander à tous ceux qui sont encore dans le couloir une ligne directrice de ces travaux et donnera aussi des excuses de ceux qui n'ont pas pu être avec nous en ce moment. Je réponds au nom de Patrick Loa Kabea. Je suis avocat au barreau de Lubumbashi. Je suis membre de la commission scientifique et d'autres commissions. Je suis aussi membre du comité exécutif et du conseil à l'association des avocats de la SADC. Je modère la présente séance de formation. Je prie monsieur le bâtonnier de l'ordre de barreau de Lubumbashi Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, Mesdemoiselles les avocats, chers confrères, je suis heureux ce jour de prononcer mon mot d'ouverture de la présente séance de formation. Mais avant cela, je voudrais bien excuser le ministre provincial de Mines qui a émis le vœu d'être parmi nous, mais les charges d'État font qu'il puisse se retrouver dans une autre manifestation à la Casa. Mais il pourra toujours nous rejoindre au courant de la journée. Le barreau de Lubumbashi, dans son programme de formation, a institué la formation continue de ses membres. Vous savez que la mondialisation a beaucoup d'exigences, de compétitivité. Pour que nous puissions être à la hauteur, nous devons absolument mettre nos connaissances à jour. Le thème de la formation d'aujourd'hui est autour du droit minier. Le code minier, 10 ans après, bilan et perspective. Notre barreau, c'est un barreau qui est dans une zone minière. Il est tout à fait indiqué que nous puissions, à travers cette séance de formation, réfléchir autour de 10 ans d'exécution du dit code pour en faire un bilan et dégager des perspectives d'avenir. Ce code, comme vous le savez, vous et moi, qui est très incitatif, le socle fondamental de ce code reste valable, mais certaines dispositions ensemble avec vous à travers cet atelier, que nous puissions réfléchir ensemble à haute voix. Le barreau, c'est un barreau qui est impliqué dans la dynamique sociale. C'est un barreau qui consulte la loi tous les jours. Alors, au lieu d'être des simples consommateurs, nous devons être des acteurs très importants dans la réforme de certaines dispositions en ce qui concerne les droits des populations locales, comme vous le savez, vous et moi. J'ai bien circonscrit, il y a eu plusieurs populations qui ont été délocalisées quant à leurs engagements par rapport à ce que la législation exige. Autour des différents thèmes qui ont été
décortiqué par la commission scientifique. Nous allons réfléchir tous ensemble et je suis heureux pour voir que beaucoup de confrères manifestent un intérêt particulier pour ce genre de réflexion. Parce qu'un intellectuel qui ne réfléchit pas, qui ne lit pas, sachez qu'à un moment il sera constipé et il ne sera pas compétitif sur le marché. Je ne saurais pas monopoliser la parole. Mon mot, comme je l'ai dit, c'est un mot d'introduction. Je déclare ouvert la présente séance de formation autour de 10 ans d'exécution de la Code minier et je vous souhaite une bonne participation. Je vous remercie. Nous allons inviter le premier orateur qui va nous entretenir sur le bilan de 10 ans du Code minier en droit congolais. Et il a presté pendant 10 ans comme personnel scientifique, cette fois-ci à l'UNASA, l'ancienne Université nationale de Zaïre. Pendant 15 ans, il était un des ténors du barreau de Lubumbashi, jusqu'en 1988. Il est actuellement consultant, chercheur et spécialiste de droit minier. Et on vous souviendra, pour bon nombre d'entre vous ici présents, que l'année dernière, il était au même banc que moi pour donner son module sur le recours à l'inconstitutionnalité. À ce propos, il a eu à échanger avec beaucoup d'autres orateurs. Il a pris soin de recueillir toutes vos questions. Et le fruit de vos cogitations font que prochainement, il va publier voir le jour. Il s'appelle Mettre sur votre précieux temps et de venir nous entretenir sur le bilan des 10 ans de Code minier. Bonjour. Vous avez la parole, maître. Enfin, en guise de temps, ce n'est pas du temps perdu lorsqu'on communique. C'est en fait une multiplication de connaissances et d'intelligence. De prime abord, je voudrais faire une précision. Le secteur minier a énormément d'aspects, il y a énormément de débats. Ils sont politiques, sociaux, économiques, juridiques aussi. Mais ce n'est pas le moment, disons, du moins pour ma part, de dresser un bilan politique, économique, etc. Si j'évoque des aspects politiques, c'est uniquement dans la mesure où ils permettent d'accéder à des mécanismes et à des analyses juridiques. Ça va ? Alors, monsieur le bâtonnier, je vais vous contredire, parce que vous dites que le code minier, le socle du code minier est un bon socle, mais je vous dis, vous pouvez avoir un bâtiment qui tient debout, mais les fondations, on ne les voit pas. Il est possible que les fondations ne soient pas très solides, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Hein. Donc, disons, je crois que c'est un peu prématuré de dire que les fondamentaux du code minier sont des bons fondamentaux. Et il y a en fait 3 attitudes possibles. Il y a l'attitude politique. Le ministre des Mines a célébré il y a 2 jours les 10 ans du code minier. Et pour le ministre des Mines, n'est-ce pas, tout va très bien, à part quelques aménagements, on va aller de l'avant et d'ici 4 ans, la production du cuivre va passer de 500 000 tonnes à 1 million de tonnes et la production du cobalt à 180 000 tonnes par an. Et vous allez voir, le secteur minier, au lieu de contribuer à 10%, il va contribuer à 25% du PIB. Ce développement, si on peut dire, minier, ne vient pas du code minier. Le code minier date de 2002 et de 2002 à 2006, qu'est-ce qu'on a fait du code minier? On n'a pas attiré les investisseurs, on a plutôt démantelé les ressources minières qu'on a distribuées à certains opérateurs. Le développement minier ne vient pas du code minier, il vient de la hausse des prix des matières premières
qui fait que le cuivre qui était à 1500 $ a commencé à se vendre à 8-9 000 $. Et alors, bon, les gens sont venus pour commencer à exploiter intensivement. La preuve que nous sommes liés à... Je crois qu'on aurait pu parler du code minier. En 2007, Maître est là, il avait présidé les conférences internationales du barreau, et nous avions eu un orateur, M. Tizang, qui a beaucoup d'estime pour moi, et lui, il a déclaré à propos des contrats miniers, en disant, écoutez, non, la loi, c'est la loi des partis, et tous ces partenariats miniers qu'on a fait, même s'ils sont contestables, eh ben, ils sont juridiquement valables. On ne peut pas y toucher parce que l'article 33 du Code civil 23 dit que les conventions légalement formées sont la loi des partis. Je me suis insurgé. Écoutez, je me suis insurgé et je dis que je regrette beaucoup. C'est une trahison de l'intelligence juridique que de prétendre, d'affirmer qu'on ne peut pas toucher à des accords léonins parce qu'ils ont été formés, soi-disant légalement. Et je dis, et je le dis encore une fois, en tant qu'avocat, j'ai eu à sauver des gens qui étaient condamnés à mort. Et alors je vous propose, parce que je m'adresse à vous, avocats, prenons le Congo comme un client qu'on doit aider, un client qu'on doit sauver, et vous savez très bien que, suivant qu'on est client de la partie civile ou de l'accusé, la lecture de la loi est différente. Alors ici, nous allons faire une lecture de la loi pour le client Congo. Ça va? Vous êtes d'accord? Bien. D'abord, cet aspect-ci, qui compte 517 pages. Je crois que c'est la loi la plus importante qu'on ait jamais créée dans le pays. Mais ne nous méprenons pas. Écriture juridique. Hein? Même moi, j'ai difficile à lire ce texte. Difficile à lire, difficile à comprendre. Il y a, n'est-ce pas, c'est écrit un peu à l'anglo-saxonne. Vous savez, il y a les grandes familles juridiques. Nous appartenons à la famille romano-germanique où les principes, les normes sont élaborés de manière abstraite pour être appliquées à des cas concrets, tandis que les anglo-saxons, eux, ils sont beaucoup plus pragmatiques et ils élaborent des cas. Hein, et alors les textes juridiques à l'anglo-saxon sont des textes qui sont très longs avec beaucoup de répétitions. Ici, on a fait un texte un peu à l'anglo-saxon sans quand même vraiment obéir au mécanisme en fer. Il n'y a même pas d'index. Et on ne sait pas quoi. Des constitutionnalistes congolais qui contestent le cadre juridique et constitutionnel de 2002. Parce que on était sous le décret constitutionnel, il y a un vide juridique. L'année 2002 a été une année où on a sorti beaucoup de législation, puisque le pays a des problèmes du côté du Kivu. Peut-on imaginer un seul instant un retour à la paix lorsque, sur tout le territoire du pays, il y a un accès illimité à tout le monde aux ressources naturelles? Ces ressources naturelles, n'est-ce pas, ont une logique d'enrichissement, de protection, de délinquance et de protection des sites. On crée des milices, on est armé, et un jour, n'est-ce pas, on défend, n'est-ce pas, ces 3 milliers. Et je vous dis, à l'heure actuelle, moi personnellement, je ne crois pas que ce pays pourra retrouver la paix réellement avec ce type d'exploitation sauvage que nous avons, parce que justement le code minier n'a pas été et n'est pas mis en application dans certains de ces principes. Autre chose, j'ai commencé par vous dire que c'est un texte difficile à lire, très pénible à lire. Nous allons essayer autant que faire se peut de rattraper ce temps-là. Pour cela, nous allons procéder comme ci. Il y a des micro-baladeurs. Vous allez pouvoir réagir, rebondir pour poser vos questions, mais s'il vous plaît, soyez concis.
Pas de très longue Monsieur le formule. modérateur, Je vous en prie. en fait, ma question est la suivante. Quelles peuvent être les mesures incitatives pour attirer les majors? Merci. Ce n'est pas des questions, ce sont des observations. Et j'aimerais faire observer à l'orateur que, disons, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il y a égalité parmi les exploitants miniers. J'estime que lorsqu'on analyse le code minier, il y a deux régimes. Il y a le régime conventionnel et le régime légal. Et le régime conventionnel, quand on scrute bien les dispositions transitoires, à l'avènement du code minier de 2002, il y a des sociétés qui étaient sous le régime conventionnel. Alors, le législateur a voulu que ces sociétés continuent ils ont un droit d'option à pouvoir choisir entre le régime conventionnel ou le régime légal. Ça, c'est une observation. Donc il y a deux régimes. Il y a deux régimes. Donc il y a une inégalité du moment où il y a certains... D'accord. Alors, la deuxième intervention elle concerne la médiation. Je sais que la médiation, le décret du 24 septembre 1937 qui avait porté loi minière n'avait pas repris le contrat d'amodiation. Mais toutes les autres législations, en commençant par l'ordonnance loi de 1967 et celle de 1981, ont repris l'amodiation et on régit ce régime, ce contrat, et donc ce n'est pas l'apanage du code de 2002. Et s'agissant de l'hypothèque, je ne suis pas non plus d'accord avec l'orateur parce qu'on n'hypothèque pas la mine. La mine appartient à l'État, mais on hypothèque le droit réel qui porte sur la mine. Parce qu'on doit distinguer le droit réel qui porte sur le bien et le bien lui-même. Lorsque un investisseur, un opérateur minier donne en hypothèque les titres miniers, ce n'est pas la mine. Puisque là, il y a une fiction juridique qu'on doit faire jouer, parce que la mine, elle reste la propriété exclusive de l'État. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de contradiction entre le législateur et les textes. S'agissant de Crézeur, oui, je suis d'accord avec lui, puisque cette activité est incontrôlée et la manière dont elle est gérée, elle ne permet pas assurer la sécurité à certains égards. Mais l'on doit aussi... S'il vous plaît, à ce propos, j'aimerais que vous puissiez réserver ce commentaire-là lors de votre exposé. Est-ce que vous en parlez? Non, vous avez dit que vous aviez des préoccupations. Vous en avez déjà... Je voudrais... Voulez-vous toujours vous présenter? Merci. Quand vous prenez la parole. C'est Maître Serge Lukunga du barreau près la cour d'appel de Lubumbashi. Merci. Je voudrais juste demander à l'intervenant de me donner sa compréhension des choses lorsque, passant de plusieurs entreprises, d'une entreprise à plusieurs, on constate que dans la matérialité des recettes, il y a plutôt diminution. Parce qu'il a dit lui-même qu'avant, lorsqu'on avait presque le monopole de la GECAMINE, elle contribuait environ 45% du budget national. Mais maintenant, on en a plusieurs. Les chiffres sont à l'envers. Est-ce une question du code où on trouve les motifs ailleurs qui explique cette baisse-là? Merci. Merci. Joseph Aimé Joseph Kondo. Kondo. J'ai apprécié le tableau que l'orateur nous a fourni. S'il vous plaît, maître, posez directement des questions. S'il y a des remerciements, je le ferai pour vous. Oui. Justement. Mais en rapport avec les mines, si on doit comparer avec d'autres pays qui n'ont pas de ressources minières, mais qui ont un budget national au-delà du budget du Congo, est-ce que les codes miniers n'amènent pas à réfléchir et pourquoi pas à être pratiquement refondus dans toute sa séquence? Maître Ici Isis. Ah, Isis Keto. Dernièrement, le ministre a procédé à la distribution
des zones d'exploitation minière coopérative artisanale. Alors je voudrais savoir si cet acte a une nature juridique par rapport au code minier. Rapprochez le micro. Oui, je voudrais savoir si la distribution des zones d'exploitation minière faite par le ministre dernièrement aux coopératives minières artisanales, si cet acte-là a une nature juridique par rapport au code minier, et si cela a un caractère juridique, quel sera l'apport de la distribution des VA auprès des creuseurs? Est-ce que cela va remettre les creuseurs dans leur droit? Je voudrais bien que Maître Yabili me fixe, puisque, sans vouloir engager une polémique, j'ai dit que le socle fondamental du code minier reste valable. Dans votre exposé, vous avez souligné qu'en 2002, il y a eu plusieurs législations qui sont sorties qui posent problème. Mais admettez avec moi que notre pays qui a traversé une grande zone de turbulence et qui continue jusqu'à ce jour, avec l'avènement du code minier de 2002, ça a permis quand même à l'État de renouer avec le concert des nations. À ce que je sache, en vertu du principe de la continuité de l'État, donc des services publics, les mêmes élus, les mêmes députés, qu'on a décrié que ce n'étaient pas des élus, qui ont produit une législation sur laquelle beaucoup de gens ont fait des transactions, y compris le code minier, y compris la Constitution, qui permet quand même de ramener tant soit peu la paix dans notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en parlant du socle qui reste valable, ça veut dire que nous avons quand même un point de départ, puisque vous, quand je parlais, vous avez parlé en termes d'édifice. Je serais quand même d'accord avec vous que vous pouvez avoir un beau édifice, mais avec beaucoup de fissures. C'est peut-être la fondation qui n'est pas bonne. Mais de mon point de vue, moi, j'estime que le code qui est le nôtre, certes, il peut être mauvais. Pessim Alex, c'est de l'ex. Mais, peut-être, là où je serais d'accord avec vous, maintenant que nous avons des élus qui sont là, vous ne pensez pas que ça serait peut-être par une action de lobbying qu'il faudra refondre ce code pour qu'il puisse rencontrer véritablement les aspirations de notre peuple? Parce que quand je parlais de socle qui reste valable, ça veut dire on ne pouvait pas vivre comme dans une jungle, il fallait quand même avoir un point de départ. C'est en cela que moi je dis que le socle était bon. Merci. Le socle, s'il vous plaît, la législation existe. Le problème qu'il y a ici, c'est que j'ai voulu faire comprendre que cette législation viole certains principes constitutionnels en matière d'égalité, en matière de souveraineté sur les ressources. Et comme vous le verrez dans le livre qui va sortir, il y a un recours en inconstitutionnalité qui est très possible. Alors à ce moment-là, Parlement par Parlement, un seul citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle et ce code minier peut tomber à l'eau. C'est pour ça que je parle. Pour notre consoeur de Kinshasa, le ministre des Mines est dans le droit et même l'obligation de déterminer les aires réservées à l'exploitation artisanale. Donc ce qu'il a fait était attendu et il l'avait déjà fait. C'est ainsi que pour le Katanga, il y avait six gisements qui avaient été désignés par arrêté ministériel. Le problème qui se pose est le suivant, c'est que lorsqu'on met dans un code qu'on a droit à une exploitation artisanale, le code n'est pas fait pour 2, 3, 5, 10 ans. Non, le code il est fait pour 25, 30, 50 ans. Et alors à ce moment-là, on doit, dès aujourd'hui, on doit déjà réserver les aires pour les exploitations artisanales dans 10, 15, 20, 25, 30 ans. Or, on donne tout. C'est là qu'il y a un problème dans le code minier parce qu'on n'a pas imposé, n'est-ce pas, des réserves minières pour ce type d'exploitation. On distribue tout d'un coup et je vous dis qu'il ne faut pas se contenter
d'un arrêté ministériel. Ici au Katanga, on avait reçu aussi un arrêté ministériel venant de Guine, mais le problème n'est pas résolu avec ces arrêtés-là. Il faut absolument revoir les droits constitutionnels. Lukunga se demandait comment on a moins de revenus miniers pour le moment. Écoutez, on a moins de revenus miniers pour une raison très très simple. Nous ne sommes plus, disons, la JICAMI, par exemple en matière de cuivre, la JICAMI ne sortait que des produits raffinés à 99%. Le cuivre qui sort des fonderies d'ici, hein, c'est le cuivre raffiné, le cuivre cathode, comme on dit. Et la plupart des produits qui sortent, n'est-ce pas, sont des produits de seconde catégorie, troisième catégorie, qui rapportent moins. Une chose, deuxième chose aussi, les coûts d'exploitation sont très élevés. Je vous dis par exemple, quand il y a eu la crise mondiale en 2008, eh ben, les exploitations ont fermé ici parce que leur prix de revient était de $3 000 alors que les coûts mondiaux étaient à $4 000. À $3 000, ils trouvaient que c'était trop cher. Mais à la même époque, c'était $1 800 la tonne. Donc nous avons pour le moment de très mauvais exploitants, hein, qui produisent des produits sales, peu coûteux et qui absorbent, n'est-ce pas, le pays s'est développé et il fallait accepter des opérateurs qui puissent satisfaire à ces conditions. Pour mettre écoutez, excusez-moi, hein, vous dites qu'il y a une inégalité entre les opérateurs. Non. Les gens qui avaient des droits acquis, excusez-moi, ceux qui avaient des droits acquis, eh ben, ils ont gardé leurs droits acquis. Ça ne crée pas une inégalité. Il y a une égalité d'accès au code minier. Une fois que vous accédez au code minier, vous êtes tous traités de la même façon. Il y a eu à gérer le cas des anciens exploitants. Et pour les anciens exploitants, ils pouvaient soit garder les anciens régimes ou adhérer au nouveau régime. Disons, l'égalité est réelle pour tous les nouveaux opérateurs. Quand vous parlez de l'hypothèque, excusez-moi, vous dites qu'on hypothèque un droit réel. S'il vous plaît, c'est fictif tout ça. Il faut regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dernièrement, ici à Rouache Mining, Metorex s'est vendu aux Chinois $1,5 milliard. Envie Mining s'est vendu aux Chinois $1,3 milliard. D'où viennent ces valeurs-là? Metorex a investi combien? 200 millions, 300 millions? Envie Mining, 400 millions? D'où vient la différence? La différence vient de la valorisation des réserves minières. Et on laisse, n'est-ce pas, toutes ces entreprises valoriser des réserves minières alors qu'elles n'en sont pas propriétaires. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est quoi? Quand vous dites que non, prenez votre titre minier comme gage, il faut voir le raisonnement qu'il y a derrière ce titre minier. On dit oui, ce titre minier vaut $200 millions. Sur quelle base? Oui, nous avons des camions, nous avons un concentrateur et tout. Ça fait 50 millions. Mais la différence, c'est parce que nous avons autant de millions de tonnes de cuivre qui restent, qui sont sous le sol. C'est là qu'il y a un enrichissement sans cause, très favorable. Et il dit, écoutez, ça va, on achète. On achète. À ces conditions-là, on achète. Et ces conditions-là, on va les imposer à l'avenir. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'avocat, je vous ai demandé, je vous ai proposé ce point de vue, mettons-nous à la place d'un avocat qui aurait à défendre la cause du Congo. Qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on soulèverait l'exception d'inconstitutionnalité. C'est ça. Je vous dis merci. Et votre exposé. Je prie M. Gatelier, s'il vous plaît, à venir prendre place. Monsieur
M. Christian Kalambay est chef de service au cadastre minier provincial du Katanga. Il est aussi assistant à l'Institut universitaire du Congo, ici à Lubumbashi. Et c'est un chercheur. Et les domaines de recherche sont notamment le droit civil. Il se spécialise dans le droit civil des personnes, des obligations et des biens. Il a un intérêt prononcé pour le droit minier. C'est la raison pour laquelle il se trouve au cadastre minier. Et il fait aussi des recherches dans le domaine de la décentralisation, la gouvernance et la participation. Il vient à titre d'expert du cadastre minier pour pouvoir nous parler du bilan sur la gestion du contentieux minier et spécifiquement la gestion du contentieux minier ici au Katanga. Il nous est parvenu que ce matin, vu les charges qui sont les siennes et certaines difficultés d'ordre pratique, notamment la reproduction. Dont la plaque est 6993 AA de couleur je crois que le barreau de Lubumbashi a fait son endroit et nous espérons que cette collaboration continuera pour l'avenir. Le thème que nous allons développer sera abordé à deux temps. Premièrement, nous allons faire une brève présentation du cadastre minier et deuxièmement, nous allons parler de la gestion du contentieux minier au niveau de la province du Katanga. Alors, pour les cadastres miniers, c'est que, comme vous savez, c'est un établissement public à caractère administratif et technique. Le législateur a noté cette nature juridique pour lui permettre de percevoir à son profit les droits superficiels, les frais de dépôt superficiels. Il a perdu dans son autonomie. Et nous profitons de cette occasion à travers le barreau pour militer en faveur de l'institution au cadastre minier de son autonomie financière. Alors, par rapport à ces missions, ces attributions sont fixées dans le code minier, mais de manière tout à fait succincte, on peut dire que le cadastre minier, c'est un service de l'État qui est chargé de réceptionner les dossiers de demande, de les instruire et de délivrer les titres. Il assure aussi la coordination de l'instruction des demandes. Il y a l'instruction technique faite par la direction des mines et l'instruction environnementale faite par la direction chargée de la protection des miniers. Quand ces miniers exercent ces activités à deux niveaux. Au niveau central, nous avons le cadastre central, c'est notre direction générale. Et puis au niveau provincial, nous avons le CAMI provincial ou la création provinciale. Et il est prévu de créer des cadastres miniers locaux dans des zones à forte vocation minière. Bon, cette présentation étant faite, nous allons maintenant aborder le deuxième chapitre, la deuxième partie, qui va parler de la gestion des contentieux miniers par les CAMI Katanga. Nous avons 3 points ici. La gestion des contentieux de manière administrative, la gestion des contentieux instruits par les parquets, et puis la gestion des contentieux portés devant les cours et tribunaux. Pour la gestion de contentieux traités de manière administrative, nous avons 8 cas que nous allons relever ici. Il y a premièrement le problème d'empiètement, occupation illégale et exploitation illicite des minéraux. Alors, pour ces cas, il faut dire que le cadastre minier intervient dans ces cas pour préciser les limites de chaque titulaire, parce que les concessions minières étant vastes, il est difficile à l'œil nu de déterminer les limites. C'est pourquoi, à l'aide d'un appareil GPS, le cadastre minier descend sur le lieu pour fixer, pour déterminer les limites de chacun. Et le cadastre minier, comme il détient les titres, le droit de chaque requérant, de chaque titulaire, est sollicité pour préciser les limites de chacun. Mais pour les infractions d'occupation illégale et exploitation illicite, comme nous venons de le dire, ce sont des infractions. En principe, elles relèvent de la compétence des cours et tribunaux. Le code minier et le règlement minier ont
prévenir et de constater et de retenir les infractions. Alors, à ce sujet, il faut déjà soulever la confusion que cette disposition du règlement minier crée en parlant de la répression des infractions. Parce que nous considérons la séparation du pouvoir. Alors, comme le Canada minier détient les titres, il est souvent sollicité par les partis en matière des infractions en matière minière. Nous proposons, dans le cadre de la réforme du code minier, que l'on puisse donner des règles de plus associer le Canada minier dans l'attribution par la justice lorsque ils sont appelés à traiter le cas d'infraction d'occupation illégale ou d'exploitation illicite. Nous avons aussi des titulaires des droits de nature différentes. Ici, nous avons 3 cas. Nous avons le conflit entre les titulaires d'un droit de carrière avec un titulaire de droit foncier. Ici, le CAMI a dû traiter un cas d'un titulaire de droit foncier. Dans sa concession, il a constaté qu'on avait délivré un droit d'exploitation. C'était un droit d'exploitation de carrière dans une concession foncière. Il faut le consentement du concessionnaire foncier. C'est fait que le titulaire de droit de carrière ici chez CAMI, Entreprise Générale Max Forest, n'avait pas introduit le consentement du titulaire foncier. Alors, il a revu sa décision et il a annulé le droit qu'on avait octroyé au titulaire de la question de l'autorisation d'exploitation des produits de carrière. Alors, en cette matière, dans la perspective toujours de la réforme du code minier, nous proposons qu'on donne un droit de préemption au titulaire des droits fonciers lorsque, dans sa concession, on peut exploiter les produits de carrière. On lui donne un certain temps pour exercer ce droit de préemption. Passé ce temps, s'il n'exerce pas ce droit, le droit de carrière peut être octroyé à celui qui le désire, moyennant compensation du titulaire de droit foncier. Ou encore, on peut imaginer que le titulaire des droits fonciers et celui qui doit exploiter les carrières puissent s'associer dans le cadre d'une société. Nous avons le deuxième élément, la coexistence d'un droit minier avec un droit foncier. Ici, dans la concession de la Gétamine, un certain monsieur Bandé avait sa concession amphithéotique. Alors, il y a eu coexistence d'un droit foncier et un droit minier. Bon, ici, c'est une hypothèse où le droit minier vient après le droit foncier. C'est l'hypothèse qui est prévue par l'article 281 qui prévoit l'indemnisation. Les deux parties peuvent régler le conflit à l'amiable. Faute d'arrangement, ils peuvent saisir le cours des tribunaux. Nous avons aussi les cas des lycées Boucha contre la société TSM. Alors, après étude de ce dossier, nous avons proposé, suite à la proximité des deux concessions, pour garantir l'école de tout danger pouvant provenir du périmètre de la société TSM, il a été proposé que, conformément à l'article 279 alinéa 3 du Code minier, que le gouverneur puisse établir un périmètre de protection entre cette école et la société minière. Dans ce périmètre, l'exploitation pourrait être interdite ou restreinte. Nous avons toujours dans ce deuxième paragraphe le conflit entre Wash Mining contre Virgile Shiraz. Ici, il s'agit d'un droit foncier qu'on vient octroyer postérieurement sur un périmètre minier. Alors, dans ces cas, c'est une question qui pose problème, mais avant de préconiser une solution à ces problèmes, le Canada minier avait proposé au préalable de vérifier les titres fonciers qui disposaient Wash Mining, parce qu'au niveau du Canada minier, toutes les deux sociétés, par rapport à leur titre minier, ils étaient en règle. Il fallait vérifier si la concession foncière qu'on avait octroyée à Wash Mining avait respecté la procédure. Alors, nous avons ici, toujours dans ce point, traité des cas, s'il vous plaît,
périmètres miniers qui ont été distribués, qui ont été octroyés à proximité des parcs nationaux. L'ICCN parlait des zones tampons qui devraient être respectées, mais l'analyse des dispositions de la loi sur l'environnement et même du code minier, on ne voit nulle part on parle des zones tampons. Et les dispositions du code minier sont claires. Et le législateur a prévu des cas de restriction d'occupation, l'article 279, mais nulle part on parle des restrictions par rapport aux parcs nationaux. Le législateur interdit d'octroyer dans les parcs, mais à proximité, il n'y a pas de disposition qui prévoit ça. Donc dans ces cas, c'est difficile de condamner le cadastre minier, mais toujours dans la perspective de la réforme, on peut envisager par une loi de créer des zones tampons par rapport aux parcs nationaux pour protéger la biodiversité. Et nous avons eu aussi un cas de superposition d'un droit de carrière d'exploitation acquis sous la réglementation sur un permis d'exploitation. Il y a M. Moche qui se déclare être titulaire d'une carrière acquise sous la réglementation. Mais c'est fait que cette carrière se trouve dans le périmètre de la GECAMINE, un périmètre d'exploitation. Alors, le cas a été traité chez nous. Nous avons tenu une réunion avec les deux parties pour trouver une solution équitable pour pouvoir satisfaire tout le monde. Le cadastre minier a suggéré à M. Monge, conformément à l'article 30, littéra 2 du code minier, de solliciter le consentement de la GECAMINE pour exercer l'activité de carrière. Malheureusement, cette solution apparemment n'a pas été suivie. Les deux parties se trouvent maintenant en procès devant le tribunal de grande instance de l'ICAS. Nous avons aussi des problèmes liés à la prospection. Nous avons connu des cas d'attestation de prospection parce que le code minier dit que l'attestation de prospection n'est pas ni un titre ni un droit minier. Il ne donne pas priorité. Alors, nous avons connu des cas de coexistence entre les droits miniers avec les titulaires, les détenteurs de l'attestation de prospection. Nous avons connu aussi des gens avec l'attestation de prospection se livrer à l'exploitation, ce qui n'est pas prévu par la loi. Alors, vu le problème que cela se pose, surtout que ces droits, ils n'ont pas le droit, l'attestation de prescription a une nature éphémère, ils ne donnent pas la priorité, et que la plupart du territoire, une grande partie du territoire de la province est déjà occupée par les droits miniers. De plus en plus, les voix s'élèvent pour la suppression de cette activité minière qui est la prospection. Nous avons aussi le cas d'opposition à mutation. Nous avons à étudier des cas. Il y a une société Cross Africa, qui a fait opposition contre un mandataire à qui il avait confié la mission de faire les démarches pour obtenir les droits. Ce mandataire l'a détourné. Le droit qu'il a acquis pour le compte de son mandat, il a converti ça en son nom. Alors le mandataire en question, la société, a saisi l'intérêt minier en faisant l'opposition. Lorsque nous avons analysé ces cas, nous avons assimilé ces mandats plutôt à un créancier muni des titres exécutoires. Mais comme il n'avait pas de jugement ni un acte notarié, nous avons recommandé de recourir au tribunal pour obtenir un titre exécutoire. C'est sur base de ces titres que le cadastre minier pourrait annoter son opposition dans nos registres. Nous avons aussi le cas qui est titulaire, qui se prétend être titulaire d'un droit de carrière, mais il accuse la société CREC d'avoir des visées sur cette concession. Alors il a fait l'opposition. Alors lorsque nous avons analysé son cas, nous avons constaté que l'opposition, c'est un droit qui appartient à certaines personnes limitativement énumérées par l'exploiteur. Ce droit, il exerce contre les titulaires, pour empêcher les titulaires de céder son droit. Parmi les personnes que l'exploiteur cite, le titulaire de droit, mais le titulaire n'est pas cité. Donc l'opposition n'est pas une technique adaptée aux titulaires. C'est plutôt
un mécanisme prononce au tiers contre les titulaires. Les titulaires ne peuvent pas faire l'opposition. Les titulaires ne peuvent pas faire l'opposition contre son propre droit, puisque avant la transmission ou bien la mutation, son consentement et sans son consentement, les services de l'État ne peuvent pas muter ou transformer ou céder ou procéder à la mutation. Donc nous avons estimé que l'opposition n'est pas adaptée aux titulaires de droit, titulaires de droit général. Il y a aussi les cas de force majeure. Il faut signaler ici, le législateur a pris soin de définir les cas de force majeure, contrairement au droit commun ou au code civil, livre 3. Et aussi, cette définition de des législateurs semble quelque peu à la doctrine. Et le législateur a aussi le mérite d'énumérer les cas pouvant la société dans la main qui décidait en passant par la possession des personnes humaines à commerce. Alors pour ce faire, il fallait tenir le droit de passage de la possession de façon humaine. C'est dans cette situation inférieure de la capacité des autorités de la population par rapport à certaines possessions. Et nous avons aussi des cas de controverse entre le mandataire en ligne qui assiste, aide, représente le gouvernement, le service de l'État pour obtenir les droits. Il intervient aussi dans le contentieux minier. Mais le débat qui ajoute que les condamnations par rapport à la loi sur le barreau et la mission générale de l'État aux avocats de représentation. Alors, le droit ne se pose pas quand le mandataire a mis une réveil ou si la qualité d'avocat. Mais s'il n'a pas la qualité d'avocat, si un avocat n'a pas la qualité d'avocat, est-ce qu'il peut faire des démarches et réclamant de cette qualité? D'abord, par le mandataire qui intervient dans tous les contentieux miniers, est-ce qu'un mandataire peut représenter son public devant les autres du droit? Dans les questions qui sont soumises à votre réflexion. Le deuxième point, le deuxième chapitre de se poser sur le potentiel instruit par les partenaires. Nous avons premièrement les cas d'occupation illégale, des critères qui escroquent la décision du périmètre libre dans un périmètre libre, en partie avec des services. Nous avons confirmé le droit l'exploitation artisanale pas ouverte dans un périmètre million foyer à la caisse. Heureusement, nous avons eu des cas de conflit établis avec ses partenaires. Souvent, ces partenaires étaient liés par la gestion par le contrat d'entreprise. Donc, le parti avait réduit notre service pour donner les informations à ces sociétés. Nous avons aujourd'hui au parti les seuls contrats d'option d'amélioration de session qui vont l'objet d'un les autres contrats, comme le contrat d'entreprise, n'existent pas. Alors, il appartenait à la compagnie de déterminer parmi ces partenaires lesquels à la fois travaillent dans ces concessions. Et nous avons eu aussi des cas d'occupation illégale suite à la coexistence du permis d'exploitation avec un permis d'exploitation dirigé. Alors ici, le parquet de Lubumbashi nous avait saisi pour deux questions. D'abord, on s'est demandé est-ce que c'est possible qu'un permis d'exploitation coexiste avec un permis d'exploitation dirigé. On a parlé de droit d'exploitation dirigé. C'est le cas de restreint ici. Sur le plan de loi, conformément à l'article 86 du Code minier, c'est possible qu'un droit d'exploitation puisse coexister avec l'exploitation dirigée. On avait réfléchi, il fallait créer une servitude de prestation le titulaire de l'exploitation dirigée évacuer ses remblais. Alors, on avait invoqué l'article 707 du règlement minier qui dispose que l'on ne peut pas gêner
des opérations existantes pour planifier les transports des produits, des opérations titulaires du permis d'exploitation d'énergie, et des exploitations et installations différentes. Donc, la société titulaire de permis d'exploitation d'énergie avait le droit d'évaluer ce emblème. Il y avait conclusion de Wash qui était titulaire d'exploitation d'énergie et chez moi, qui avait des visées sur ces emblèmes. Et nous avons, le parquet aussi nous a contacté pour donner des renseignements sur le paquet de rapports, sur des sociétés qui se discutaient. Il y a la société Espérance Mike qui avait signé un contrat de couverture avec le ministère provincial et la société Mahaver Mike qui avait le droit d'exploitation de carrière. Alors, en réponse à cette question, nous avons précisé qu'en matière minière, c'est le minier qui octroie le droit. Le ministre n'est pas compétent, le ministre provincial n'est pas compétent en cette matière. En plus, en matière minière, les documents servant de preuve sortent d'une part des permis pour l'autorisation qui sont de droit, pas pour toi, des services diplomatiques et de l'autre côté, nous avons les certificats délivrés par les cadastres citoyens qui sont des titres de droit. Alors, troisième chapitre, nous avons les procès mécaniques et pratiques intervenants appelés en garantie. Nous avons également les il s'agit d'une hypothèse légale qui veut que, bien qu'exclusive entre eux dans leur autonomie, ces deux droits puissent évoluer simultanément sur un même espace. En d'autres termes, le concessionnaire minier va jouir des prérogatives reconnues par le code minier et le détenteur du droit foncier va également tolérer l'empiétement du concessionnaire minier. Mais les deux espaces gardent chacun sa nature intrinsèque. C'est la périmètre économique qui peut cohabiter. Par ailleurs, la jurisprudence dans ses rôles d'interpréter la qualité et de compléter la loi est attendue impatiemment pour apporter la lumière à cette épineuse question. Nous avons aussi des procès mécaniques et parties principales. Nous avons aussi premièrement l'affaire il était inconcevable que ces litiges soient jugés par les juridictions du Katanga. Nous avons aussi l'affaire Katadias qui interdisait au cadastre minier d'aliéner ou de modifier la situation de ses permis de recherche qui se trouve à Kasenga ou Katanga qui bouge. Et il demandait par là aussi l'inscription du jugement intervenu par les camis. Dans le avait saisi le tribunal de grande instance de Boubachi, alors que la concession minière se trouve à Kasenga qui bouge et on n'a pas mis. Et nous avons en dernier lieu le procès des camis où les camis est partie principale, où les parties principales
recourt au CAMI comme conservateur des titres miniers, conservateur des titres miniers. Donc, nous avons les cas de mise sous séquestre et de saisie à l'aide. Nous avons aussi les cas commis contre GECAMI, et puis nous avons l'affaire Acacia contre CLCK. En conclusion, nous pouvons dire que le CAMI de Katanga a été directement signé en justice dans 3 cas, dont il a eu toujours gain de cause pour incompétence territoriale du juge. Un grand nombre d'affaires traitées se rapportent au conflit entre la GECAMI et ses partenaires. Quelques cas relatifs à la transformation de droits miniers ou des carrières acquis sous l'empire des anciennes législations ont été analysés par le CAMI. Les cas d'empiètement entre les titulaires des droits miniers ont été réglés par le CAMI par voie administrative. Les litiges en rapport avec la superposition ou la coexistence du droit minier ou les droits fonciers sont encore pendantes devant les juridictions saisies. Les affaires abordées dans cet exposé sont celles qui sont posées dans la province du Katanga, sans donc compter celles qui surgissent dans d'autres provinces. Il saute donc aux yeux que le CAMI sera très sollicité dans les jours qui viennent pour régler le contentieux. Alors il faudra donc lui doter de moyens matériels, humains et financiers conséquents pour permettre de mieux gérer, de mieux exercer ses attributions. C'est pourquoi nous plaidons encore pour l'autonomie financière du cadastre minier. Je vous remercie. Donc, un remerciement à l'orateur qui, je vous rappelle, s'appelle Christian Kalambay Kapea. Je voudrais vous passer directement la parole. Il a fait de son mieux pour nous faire gagner quelque chose. Il y a eu des problèmes d'audition dans le... Hervé Kalumba. Je ne sais pas si j'ai suivi attentivement l'exposé, mais il me semble par rapport à la partie où vous parliez des parcs nationaux, que vous disiez qu'il n'y avait pas les dispositions qui permettaient de protéger ce genre d'environnement. Je voulais qu'on fasse référence aux dispositions du Code minier, notamment l'article 6 et l'article 279 du Code minier. L'article 6 qui parle des zones d'interdiction, l'article 279 qui parle... il y a des zones d'interdiction et des zones de restriction. Ce sont différentes zones autour desquelles, à une certaine distance, on ne peut pas procéder à une activité minière. Je pense que lorsqu'on se réfère aussi au règlement minier, dans un de ses annexes, on cite les parcs nationaux comme faisant partie des zones de restriction. Donc ce sont les zones dans lesquelles on ne peut pas exercer une activité minière. Vous avez fait allusion au cas du gisement de STL. En fait, ce n'est pas le gisement de STL, c'est le gisement de la GECAMI. Et l'article 86 du Code minier, effectivement, amène une nouvelle conception par rapport à la compréhension des types de rejets qui à l'époque n'étaient pas régis par le Code minier et qui aujourd'hui fait partie d'un gisement artificiel. Alors, soit qu'on peut détenir un titre directement sur ce gisement, soit le titulaire d'un permis d'exploitation sur lequel se trouverait le gisement a le droit d'exploiter ce gisement. Et c'est le cas dans le contexte de STL, parce que le gisement appartient à la GECAMI. La GECAMI vend dans la scorie qui se trouve dans ce gisement des produits marchands qui sont le cobalt et le cuivre contenu à GTL et le germanium évidemment à OMG. Donc je voulais faire ce petit résumé par rapport à cet aspect. Mais je voulais aussi revenir, malheureusement notre orateur Maître Yabil, il n'est plus là. Je suis moi-même arrivé avec un petit retard, mais je pense que ça sera pertinent par rapport à l'analyse. J'ai vu que dans son exposé, je pense que le nouveau code minier a plutôt une valeur incitative par rapport aux investissements.
le nouveau code minier est venu avec des avantages douaniers et fiscaux, pouvant encourager l'investissement dans le secteur. Par rapport à l'ancien code minier aussi, il y a des nouveaux intervenants qui ont été ajoutés dans le nouveau code minier. À l'époque, il n'y avait que des sociétés minières. Aujourd'hui, on fait intervenir des nouveaux intervenants, notamment les entités de traitement, les creuseurs, les négociants, qui ne faisaient pas partie de l'ancien code minier. C'est des éléments essentiels qu'il fallait ajouter. D'autre part, par rapport à l'ancienne... Je travaille comme chercheur à l'UNIO. Je voudrais poser une question relative au cahier des charges des ministères, de l'actuel ministère sur des zones d'exploitation artisanale. À Karajipopo, au nord Katanga, maintenant avec MMR et tout ça. Bon, je voudrais savoir à la base type de permis. Donc, la cohabitation entre les exploitants miniers artisanaux et puis un permis, et puis un partenaire industriel qui procède par la découverture et tout ça. Ou soit, quand vous êtes du cadastre minier, est-ce qu'on peut accepter l'idée selon laquelle, après avoir révisé le code minier, qu'on puisse aussi insérer un droit d'exploitation artisanale? Donc ça, on connaît que c'est un droit intangible et tout ça. On lutte contre la mobilité de préserver. Merci. Sans oublier la substance de l'exposé de l'intendant, je crois qu'il va aborder cette question-là. D'accord, merci. Ma deuxième question renvoie l'idée de parc. Je voudrais juste appuyer la question. Le maître Hervé. Oui. Moi, j'ai la carte des rétorts minières ici et je suis aussi... par rapport à la politique et voir quels sont les espaces qui peuvent. Est-ce qu'on peut insérer un droit d'exploitation à une proposition s'il faut renforcer le droit de création, je ne vois pas l'inconvénient. Sauf que un creuseur, par rapport à la loi, il doit être muni d'une carte d'exploitation artisanale. Et l'exploitation doit se faire dans une zone d'exploitation artisanale. Lorsqu'il a sa carte et qu'il effectue son activité dans une zone d'exploitation artisanale, il est dans son droit. On ne peut pas l'empêcher. Il peut, en vertu de sa carte, réclamer son droit si on l'empêche d'exercer son droit dans la zone d'exploitation artisanale. Mais il se pose dans la pratique, la plupart des creuseurs ne sont pas dans la zone d'exploitation artisanale. Ils sont dans le périmètre d'autrui. Et aussi, il n'y a pas assez de zones d'exploitation artisanale. Les mandataires en mine, maître Sabir qui a posé la question. Quelle est la position du CAMI? Bon, les législateurs disent que pour le CAMI, au niveau du CAMI, quand les mandataires, quand par exemple un avocat non muni les qualités de mandataire, s'il vient pour des renseignements, c'est normal, toute personne peut venir pour les renseignements. Mais selon la loi, pour la procédure des demandes, pour la procédure d'octroi, la loi a institué l'exclusivité. La partie, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est un. Deuxièmement, la loi a prévu des conditions pour devenir mandataire à mine. Il y a des conditions, il faut publier, il faut avoir travaillé au moins 10 ans dans un service de mine, il faut publier des ouvrages, tout ça. Ce sont des conditions qui sont prévues là. Donc, ces conditions garantissent ce que vous demandez là, les prérequis, la connaissance, la maîtrise en matière minière. Bon, moi je n'ai pas la liste de tous les mandataires, je ne connais pas leur niveau de formation. Mais selon la loi, ils doivent remplir ces conditions-là. Ce n'est pas n'importe qui est mandataire à mine. Je parle par rapport à la loi. Mais personne morale, la loi aussi a prévu. La loi aussi a prévu. Lisez la loi, vous allez voir. Lisez la loi. Justement, monsieur l'orateur, s'il y a une préoccupation sur la qualité de mandataire d'une personne morale,
pour la personne morale et quelles sont les conditions? 32 du Du règlement minier. Pour les personnes morales, être constitué conformément au droit positif congolais et avoir son siège social en RDC, ne pas être en faillite en cours de liquidation, être en ordre avec l'administration fiscale. L'idée à deux, mesdames, sont justifié pour son personnel et associer des compétences et des connaissances approfondies dans la législation minière ou dans la gestion du domaine des mines et des carrières. Pour justifier des compétences et des connaissances approfondies dans la législation minière, le requérant doit présenter les publications ou les études réalisées dans les secteurs des mines et des carrières. Les compétences et les connaissances approfondies du requérant dans la gestion du domaine des mines ou des carrières sont justifiées par des services honorables rendus soit dans l'administration des mines, soit dans une entreprise minière ou de carrière au cours des 10 dernières années. Je vois que c'est clair, c'est pas moi qui l'ai inventé. D'accord. Nous allons passer à un deuxième tour de questions. Dites-nous, monsieur Kalambay, je suis une personne morale et je sollicite pour mon personnel la qualité de mandataire. 3, 4, 5 ans après, les personnes qui avaient ces qualifications quittent la société de la personne morale, mais la qualité de mandataire demeure pour cette personne morale, même si les spécialistes ont quitté. Oui, la loi ne dit rien, sauf que l'agrément a une durée de 4 ans. Ah, 4 ans renouvelable. Et il y a des contrôles donc pour savoir si les compétences... Bon, cela ne s'effectue pas au cadastre. C'est le ministère de Mines et la direction de Mines qui... Bien sûr, quelqu'un pouvait contester ça administrativement auprès de vous pour dire telle n'a plus telle qualité et on vient vous saisir. Non, je parle de la qualité qui est liée à la durée de l'agrément. Tant que l'agrément n'est pas encore expiré, son droit continue. D'accord. J'avais une question par rapport à l'infraction des vols de substances minérales. L'infraction des vols de substances minérales prévue par les codes miniers. Quelle est la particularité par rapport au vol prévu par les codes pénals ordinaires? Dans la même question, j'avais une autre préoccupation. C'était que nous voyons les exploitants miniers qui ont érigé des barrières sur les routes nationales et qui ont à leur sein des gens qui peuvent amener l'air minéré d'une autre carrière, des exploitants artisanaux. Et ils les arrêtent, ils les entendent, ils confisquent le minerai pour les comptes de leurs employeurs, mais ils transfèrent les dossiers au ministère public. Je ne sais pas en tant que cadastre minier quel est votre avis par rapport à ces comportements. Je vous remercie. J'étais à un atelier où Pouvez-vous me donner la ligne de démarcation entre la division de mines et le cadastre minier? Qu'est-ce que le cadastre minier fait et qu'est-ce que la division de mines doit faire? Merci maître pour la parole. C'est maître Diganga Pati. Oui. Nous avions une question à monsieur. Nous avons une question. Soyez concis. Le code minier ne précise pas souvent par rapport à l'environnement. En tant que vous, experts, qu'est-ce qu'on peut prendre comme précaution par rapport à l'environnement, surtout du point de vue des creuseurs, on se rend compte qu'ils ne sont pas protégés. Parce qu'en cas de problème, je pense que ce ne sont pas les textes qui en souffrent, c'est nous les humains et notre progéniture qui en pâtissent. Donc quel est votre point de vue sur l'environnement? Merci. Est-ce que vous parlez des creuseurs? Et s'il y a un contentieux pour
tous les autres riverains, tous les autres au passage des minéraux à l'exploitation. C'est les habitants autour. Trésor et environnement, parce que ça contamine. Merci. Nous allons terminer par le professeur Tishiba. Merci. Professeur, tout le monde ne vous connaît pas. Voulez-vous vous mettre debout pour vous reconnaître? Bonjour. Monsieur le modérateur, la carte de la tombe minière autre le sous-sol du Katanga est mis en pâture. Quand nous disons pâture, c'est par rapport notamment à la conséquence financière des droits passerelles. Le manque à gagner qu'il y a là-dedans, je serai probablement contredit par les compétences du cadastre minier, mais depuis l'avènement du code minier, ça doit avoisiner les 14 millions de dollars. Et il nous a été dit que le code minier était un code incitatif. Il faut constater que c'est plutôt soit un cheval de... Parce que là, nous avons des parcs qui sont envahis, nous avons des permis de recherche. Avait-il quelle vocation? De faire de tout, le réaménager, fondamentalement, de faire en sorte que le cadastre minier, qui maintenant est en contentieux et probablement semble se satisfaire du surmenage qu'il attend par rapport au fait que dans l'octroi des permis de recherche, il n'y a pas de situation pour les villages, il n'y a pas de situation pour les zones d'interdiction ou les zones de réserve agricoles. Il est proposé de revoir fondamentalement la carte de la retombe minière. Ceci vaut pour le Katanga, mais c'est pour toute la RDC. Parce que faut-il que notre génération, en un clin d'œil, mette en place aujourd'hui à quelle propriété en sous-sol, s'il suppose que le sol et le sous-sol. Alors, pour répondre à la question de maître Kitenge, qui a voulu savoir la différence entre l'infraction des vols de substances minérales et par rapport au vol prévu par le code pénal ordinaire. Bon, vous savez, en droit pénal, il y a deux choses. Nous avons le droit pénal principal ou primaire qui est le code pénal, et nous avons le droit pénal secondaire qui se trouve dans différentes législations autres que le code pénal. Alors, dans le code pénal ordinaire, ces dispositions-là sont pour renforcer certaines législations, certains domaines, pour cimenter certains domaines. Je crois que vous trouvez même en matière de famille, il y a certaines infractions qui sont prévues en cas d'adultère, tout ça, non-reconnaissance des enfants, tout ça. Ce sont des infractions, mais qui interviennent dans le domaine des familles. Il y avait de même en matière minière, le droit pénal à travers l'infraction de vol de substances, le droit pénal secondaire ici vient renforcer le code minier pour le rendre plus efficace. C'est ça le rôle du droit pénal secondaire. Alors, l'infraction de vol de substances minérales, c'est une infraction qui porte sur un objet spécial, qui sont les substances minérales. Contrairement au code pénal ordinaire qui parle de biens mobiliers en général. Mais ici, il s'agit d'une spécificité substance minérale. Et si vous comparez aussi les sanctions, vous verrez que les sanctions ne sont pas les mêmes. Au niveau du code minier, les sanctions sont très sévères.
c'est pour renforcer le code. Et ça, le rôle du droit pénal secondaire. Alors, la barrière ou autre restreinte, que ces titulaires-là soient reconnus à notre niveau. C'est-à-dire qu'il y ait des droits valables et réguliers. Alors, ce sont des infractions qui se commettent là. Fait une répartition des compétences, il a fait une division des travail. Le domaine de contrôle, investigation et inspection, cela relève de la direction technique représentée en province par la division des mines. Ce sont ces services-là qui ont pour mission d'investigation. Nous avons parlé tantôt là de la mission de rechercher, prévenir, prévenir, rechercher les informations, tout ça. Même pour des cas infractionnels qui ne relèvent pas de sa compétence, le cadastre minier est toujours sollicité, il intervient pour préciser les limites de chacun, les droits de chacun. Nous avons pensé que comme c'est nous qui délivrons les titres et que c'est nous qui gérons les titres et nous connaissons bien la situation de chaque titulaire, il serait bien pour nous associer aussi dès différents là à la mission d'investigation. Deuxième question, je crois par rapport à Maître Gisèle Kazambere qui a voulu savoir la différence entre la division des mines et les camis. Je crois que j'ai frôlé un peu lorsque je répondais à Maître Kitenge, mais je peux d'abord dire que d'abord au niveau, la différence c'est d'abord au niveau des statuts, au niveau de la statut, il a la personnalité juridique. Son personnel est régi par le code du travail, le droit commun. Par contre, la division des mines, c'est l'administration. Ça fait partie de l'administration. Les statuts des agents fonctionnaires de l'État. Ça, c'est du point de vue nature. Au niveau des attributions, la division des mines, comme j'ai dit, là, intervient pour le contrôle, l'inspection, l'investigation. Et en matière d'octroi, le chef de division octroie, signe la décision d'octroi des droits de carrière, l'autorisation de recherche de produits de carrière. Après, bien sûr, l'instruction cadastrale au niveau du cadastre minier. Donc, le cadastre minier, en matière de droits de carrière, instruit la demande et transmet les dossiers au ministre pour la signature des décisions. Donc, au chef de division. Les chefs de division, en matière d'octroi des droits de l'autorisation des recherches, il est compétent pour octroyer le droit qui est l'autorisation de recherche de produits de carrière. Le CAMI instruit cette demande-là et le CAMI octroie les titres, c'est-à-dire les certificats. Et la division provinciale des mines est aussi compétente pour octroyer la carte d'exploitation, d'exploitant, plan d'intégration environnementale. Nous avons le PGE, plan de gestion environnementale des projets, puis nous avons l'étude d'impact environnemental. Tout ça, ce sont des aspects environnementaux. Ce domaine-là n'est pas du cadastre minier. Alors, pour les creuseurs, je vous renvoie à l'article 111, alinéa 2. Je peux lire. Les cartes d'exploitant artisanales sont délivrées par le chef de division provinciale des mines du ressort aux personnes éligibles qui les demandent et qui s'engagent à respecter la réglementation en matière de protection de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité dans les zones d'exploitation artisanale. Article 111, alinéa 2. Je crois qu'il faudrait recourir à la division provinciale des mines pour vérifier si cela est respecté. Alors, bon, je crois que j'ai évité les questions. Merci, nous allons pouvoir terminer, mais avant, puisque vous êtes venu pour nous parler de bilan, de façon très simple, quand on pose la question à une personne pour dire quel est le bilan, il doit pouvoir dire le bilan est soit positif ou négatif. Je vais vous poser cette question, vous allez terminer par là pour nous dire en un mot si c'est positif ou négatif. Mais dites-nous, au vu de ce que vous avez déjà eu à traiter comme cas avec la législation que nous avons, êtes-vous à l'aise, êtes-vous, je voudrais dire, confortable avec cette législation dans la gestion des contentieux qui vous ont été soumis? Et puis dites-nous si globalement c'était
positif ou négatif comme bilan de ces 10 années? Avant de répondre directement à la question, je voudrais d'abord préciser que le code minier en tant que texte juridique, c'est une œuvre humaine, mais il a des défauts. Mais il faut d'abord le connaître avant de le critiquer. Parce que certaines critiques adressées, lancées contre le code minier sont des critiques qui ne tiennent pas. Si vous analysez le code minier, vous allez trouver certains éléments qui s'y trouvent déjà. On parle de l'environnement. Le code minier ne tient pas compte de l'environnement. Mais si vous lisez le code, il est prévu là. Bon, je ne sais pas, mais il y a des considérations environnementales qui sont là. Mais d'abord, qui se pose là, c'est au niveau de la pratique. Est-ce que les services, bien les autorités de l'État qui appliquent ces codes, l'appliquent bien? Est-ce que les opérateurs miniers respectent? Est-ce que s'ils ne respectent pas, est-ce que les sanctions sont appliquées? On parle de tolérance zéro, de l'impunité, de la lutte contre l'impunité. Mais est-ce que les sanctions sont appliquées? Moi, je pense que il y a même pour le code de la famille, le code de la famille, mais il y en a qui ne connaissent pas le code de la famille. Il faut d'abord lire, voir le code de la famille, disons le code minier, et ce n'est qu'après on peut critiquer et émettre des avis. Bon, au niveau du cadastre minier, nous pouvons dire que il faut signaler que nous sommes une direction provinciale, nous sommes installés depuis 2005. Donc, 2005 jusqu'aujourd'hui, nous avons 7 ans d'existence, alors que le code minier en a 10. Donc, je ne peux parler que de 7 ans d'expérience au niveau provincial ici. Par rapport au CAMI, par rapport à ses attributions, il est vraiment rare de constater des cas où il y a eu, comment dire, une négligence ou une incurie de la part du cadastre minier. Et les cas des empiétements qui sont posés, le cadastre minier les a réglés. Parce qu'en matière de périmètre minier, il faut savoir, ce sont de vastes périmètres. Ce sont des vastes, ce n'est pas comme une parcelle ici, vous pouvez dire, ma limite c'est ici. Sans moyens technologiques, vous ne saurez pas déterminer les limites. Alors certains conflits naissent suite à des interprétations de périmètre à l'œil nu comme ça. C'est pourquoi le cadastre minier intervient pour régler ces problèmes. Et la plupart des cas, comme je l'ai dit, les conflits entre partenaires, les contentieux que nous avons gérés, le conflit du cadastre minier n'est pas impliqué directement entre partenaires miniers, GECAMI et ses partenaires, des sociétés avec les autorités. Bon, le CAMI intervient soit pour garantir les droits de l'un ou de l'autre, mais des cas où CAMI aurait commis des gaffes ou comme ça, là, ne sont pas au niveau de la province, nous n'en avons pas vraiment. Nous avons relevé des cas qui posent problème, qui nous préoccupent aussi. Nous avons parlé des parcs nationaux, des zones tampons. Nous avons parlé des problèmes de coexistence entre les droits miniers et les droits fonciers. C'est un problème qui nous préoccupe aussi. Les juridictions qui ont été saisies ne sont pas encore prononcées. Il faut reconnaître que le cadastre minier n'est pas une instance judiciaire. Il n'est pas une instance judiciaire. Les conflits peuvent naître, le cadastre minier n'intervient que pour éclairer, donner des avis, considérations, mais dans certains domaines, il ne peut pas se prononcer. Vous ne nous avez pas dit si il y a une évaluation positive ou négative, vous ne parlez que des cas. S'il vous plaît, vous n'avez parlé que des cas où il y a eu des jugements, des compétences matérielles. Okay? Vous ne nous avez pas dit quelles sont. Le ministre était annoncé depuis très longtemps. Ce sont ces charges qu'il avait retenues quelque part. On nous avait dit qu'il y avait une manifestation à Casa degli Italiani. Sans plus tarder, je m'en vais passer la parole à M. le bâtonnier pour pouvoir l'introduire. Monsieur le ministre, cher confrère Maître Mumba,
Gama. Le barreau de Lubumbashi est très honoré que vous puissiez rehausser votre présence, le présent atelier. Le ministre était annoncé depuis. Les charges d'État ont fait qu'il puisse se retrouver dans une autre manifestation, mais il a tenu personnellement à venir. En principe, c'est lui qui devrait prononcer le mot d'ouverture. Le secteur dans lequel nous sommes en train d'engager des discussions vient en tant que ministre au niveau de la province. Monsieur le ministre, dans mon mot d'introduction, je me suis dit, le barreau est impliqué dans la dynamique sociale. Nous voulons réfléchir pour donner de la matière à ceux à qui notre peuple a confié des responsabilités pour que, là où la loi connaît des failles, que nous puissions l'améliorer. Je ne voudrais pas m'éterniser, monsieur le ministre. J'invite le modérateur à pouvoir vous accorder la parole pour votre mot en attendant que Maître Bambi puisse continuer. Je remercie monsieur le bâtonnier de l'ordre du barreau de Lubumbashi. Monsieur le ministre, l'auditoire que voici a soif de vous écouter. Bien sûr, il y a déjà eu des cogitations cet avant-midi. Des souhaits ont été émis pour que quelque chose soit fait dans le sens d'améliorer la législation ou le traitement des contentieux en rapport avec les mines. Des problèmes ont surgi entre opérateurs miniers, entre des populations locales, les avocats que nous sommes. Nous critiquons l'œuvre des législateurs et nous aimerions avoir votre point de vue sur les 10 années de cette loi. Et s'il y a des perspectives, veuillez nous en faire part. À vous la parole. Monsieur le bâtonnier, messieurs et mesdames les avocats et chers confrères, distingués invités, je voudrais avant toute chose m'acquitter d'un devoir, celui de s'excuser pour la perturbation de votre programme, qui est le fait de ma non-présence ce matin dans cette salle. Et je voudrais vous dire, tout en regrettant, que cela était indépendamment de ma volonté. Il s'est avéré qu'à la même heure, j'avais 2 activités que je devais présider. L'une ici, chez vous, et l'autre à la Casa, avec cette particularité qu'à la Casa, il y avait tous les collègues ministres et les gouverneurs de province. J'espère que vous comprendrez avec moi qu'il était préférable de privilégier la Casa sans pour autant vous abandonner. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité mon intervention, bien que tardive, dans cette manifestation. Je sais que d'autres personnes ont déjà commencé l'élément d'ouverture. Je vais pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur l'application du code minier. Comme vous le savez tous, depuis l'année Kinshasa, le ministre national des Mines a lancé d'ailleurs de grandes réflexions sur le code minier. Ici à Lubumbashi, il y a aujourd'hui c'est les avocats qui réfléchissent, demain je suis de part, moi-même ministère des Finances. Et donc, c'est vous dire que 10 ans après l'existence du code, il y a des questions que l'opinion se pose. Est-ce que le code a favorisé l'émergence de l'industrie minière? Est-ce que le code minier a favorisé le développement de la province?
de la République, est-ce que le code minier a contribué au bien-être de la population, des entités où sont exploités les minéraux? C'est autant de questions que l'opinion se pose et qui méritent des réponses. Mais c'est une matière aussi qui intéresse plusieurs personnes, plusieurs catégories socio-économiques, et donc les réponses aussi sont multiples et variées. Nous allons donner une petite lecture de l'avis du code minier, parce que, en notre qualité d'abord de députés, nous sommes aussi concernés pour revendiquer certains droits des populations locales, afin que celles-ci, qui, comme par chance, sont celles qui habitent sur les sites miniers, ces populations souvent, devant des millions de dollars, ces populations ne gardent que la poussière. Et ces populations sont nos électeurs. Et donc nous sommes interpellés à ce titre. Et on est également interpellés parce que je viens de gérer le ministère de Mines par 2 fois. J'avais été ministre de Mines. Et aujourd'hui, j'ai les mines et l'agriculture ensemble. C'est d'autant vous dire que j'ai l'expérience de beaucoup des cas que j'ai rencontrés en tant que ministre de Mines. Mais au-delà de tout, aussi intéressé par les contentieux miniers. D'autant plus que quand deux sociétés minières se battent, dont on parle souvent, se situe autour des millions. Et donc, même les honoraires sont bien payés quand il s'agit de sociétés minières. Bon, aussi, je suis concerné par les contentieux. À cette donc, triple qualité, je vais essayer de passer en revue succinctement ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu vivre en tant que gestionnaire du code minier. Et je vais soulever là des questions que vous pourrez éventuellement enrichir. Comme vous le savez tous, la loi actuelle qui porte le code minier a abrogé d'autres lois. Et d'ailleurs, ces références de loi, vous les trouvez dans l'exposé des motifs du code minier. Il y a des décrets que le gouvernement du Congo belge avait eu à publier parce qu'il fallait réglementer l'exploitation minière qui intéressait beaucoup la Belgique, qui avait besoin des moyens pour développer la colonie. Par la colonie belge jusqu'à l'indépendance, différentes lois ont été publiées. À l'application du code minier, on avait l'ordonnance loi. Mais la particularité de cette ordonnance, je voudrais aussi parler de la procédure d'octroi des droits miniers. Pour vous qui êtes avocat, vous assistez souvent à des clients pour obtenir des concessions agricoles. Et vous savez que lorsque l'on fait les concessions, l'on veut prendre une concession agricole, l'on commence par l'autorité coutumière, par la procédure des vacances, et puis l'on remonte. Et on commence donc au niveau le plus bas de l'autorité coutumière, avec laquelle on constate la vacance des terres, et en ce moment-là, les terres déclarées vacantes peuvent être octroyées. Mais dans les cas de l'octroi des droits miniers, ça commence par le sommet. Le droit est donné au niveau du ministère de Mines, et le code dit, en ce moment-là, celui qui a un droit a l'obligation de se présenter devant l'autorité locale. C'est pour faire quoi? Pour constater simplement. Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est que il y a des problèmes qui naissent. Il y a des droits qui tombent sur la superficie des cimetières. Il y a des droits qui tombent sur les lacs. Il y a des droits qui tombent sur les camps militaires. Il y a même des droits qui tombent en pleine ville. Je connais 2 ou 3 titres qui ont cadastré sur le plan minier la Poste, les camps Kimbe et quoi encore, et un lac.
que ce genre de choses devraient pouvoir être revues et que l'on puisse procéder comme on le fait pour les concessions minières et les concessions agricoles. C'est ce qu'on appelle les gels des concessions. À ceux qui ont des titres miniers, la loi n'oblige qu'à payer le droit superficiaire. Si vous êtes en ordre avec le droit superficiaire, vous pouvez garder la concession tout le temps que vous voulez, même si vous ne faites aucune activité. Or, comme vous le savez, il y a quelques entreprises qui ont presque des moitiés des provinces en titre. Et logiquement et de manière réaliste, il est impossible que cette société unique puisse entreprendre des travaux sur l'ensemble de ces titres-là. La conséquence, c'est que les nouveaux venus, les nouveaux investisseurs, n'ont pas d'emploi. Et nous avons également aussi des Congolais qui ont eu des titres qui s'illustrent aujourd'hui dans la spéculation. Je connais une société de Congolais qui a eu plus de 50 titres. Au contraire, il n'a fait que spéculer. Et il vit grâce à la spéculation. Donc ces gels de concession donne aussi des garanties à la population. Sans quoi les mines risquent de ne pas se vivre dans notre évolution. Monsieur le partenaire de l'ordre de la route de Boumbashi, je voudrais vous remercier sincèrement. Et laissez-moi si vous avez des contraintes, vous pourrez le donner plus tard. Que pour lui, le code peut être revu. Dans cette salle, il y a un spécialiste je me permets de nous dire en peu de mots, nous n'allons pas lui demander de développer tout ce qu'il a écrit, de mots qui nous disent quels sont les droits de population. Monsieur le modérateur, pour l'assistance, nous allons exercer à pouvoir se voler très rapidement, comme il a été dit, l'état de la question des droits des populations locales. Il est important de retenir d'abord que depuis des lustres, les droits des populations locales ont été pris en compte par les occupants du territoire du Congo. Avant l'arrivée du colonisateur, les populations et les indigènes exerçaient déjà certains droits sur le sol, et parce que l'exploitation minière était entre le sol et le sous-sol, et donc la présence de ces indigènes sur le sol leur apportait déjà à l'époque. Donc, dans le cadre de cette étude, nous allons exposer